Alors le point suivant, c'est les projections. Pour passer d'une série à une autre, on doit faire une projection. Pour dire ça, c'est la série D ou L, il faut regarder la position du OH du carbone N-1. Donc, nous avons deux types de projections, ou deux types de miroirs. J'ai le miroir vertical, voici le D-glucopyranose, elle est là. Maintenant c'est bon, je n'ai plus le droit de l'appeler glucose, je dois l'appeler glucopyranose. Je regarde le OH du carbone anomérique, elle est en bas et en position trans, opposée par rapport au C6. Je vous demande de me donner le L-glucopyranose. Première projection, j'utilise un miroir vertical. Quelle est la règle du miroir vertical? L'image est inversée. Regardez. Regardez le pont oxydique dans le déglucose. Elle est vers la droite. Quand je fais le miroir, le pont oxydique, il devient vers la gauche. Donc, il y a inversion de l'image. Mais la position des hydroxyles ne change pas. C'est-à-dire, s'ils sont en bas, ils resteront toujours en bas. S'ils sont en haut, ils resteront toujours en haut. Voici donc la règle du miroir vertical et j'obtiens le L-glucopyranose. Là, j'ai passé du D à L. Qu'est-ce que vous remarquez? Tout simplement, l'anomère alpha n'a pas changé. Faites attention et faites attention. Quand on fait une projection, l'anomérie ne change pas. Souvenez-vous, des énantiomères sont des images l'un de l'autre dans un miroir. C'est des images. Alpha D-glucopyranose et l'image de alpha L-glucopyranose. L'anomérie ne change pas, mais la série change. Pourquoi la série change? Parce que si je prends ma molécule, donc je la superpose, je ne vais pas avoir de superposition d'images. Donc la série change, mais l'anomérie ne change pas. Passons au deuxième miroir. Le miroir horizontal, je le place en bas de la molécule, en dessous de la molécule. Alors regardez, qu'est-ce qui se passe quand on utilise un miroir horizontal? Le cycle ne change pas. Regardez l'oxygène, il est vers la droite dans les deux cas. Qu'est-ce qui change? C'est la position des hydroxyles qui change. Ceux qui étaient en haut deviennent en bas. Ceux qui étaient en bas deviennent en haut. Donc le miroir horizontal permet de conserver le cycle, mais c'est juste la position des hydroxyles qui va changer. Si on ne vous oblige pas à utiliser l'un ou l'autre miroir dans l'examen, il est meilleur d'utiliser le miroir horizontal, parce que lui, il conserve la structure d'un vrai cycle pyrane. Nous, on n'a pas l'habitude de voir un cycle pyrane qui a l'oxygène vers la gauche, n'est-ce pas? Donc, je passe de D-glucose au L-glucose et l'anomérie ne change toujours pas, seule la série qui change. Maintenant, si je vous demande de faire une double projection, comment allez-vous faire? Par exemple, si je vous dis je pars du D-glucose, j'obtiens le L-glucose et je veux revenir au D-glucose, c'est-à-dire ce qu'on appelle une double projection. Si je pars d'une série et je veux revenir à la série de départ en utilisant de projections. Par exemple, j'ai le alpha-D-glucopyranose. Je fais un miroir vertical, j'obtiens le alpha-L-glucopyranose. Je fais une deuxième projection, mais cette fois-ci, elle doit être différente. J'utilise un miroir horizontal. Quand vous faites un miroir horizontal, là, vous retournez à la série de départ, c'est-à-dire au D-glucopyranose. Notez-le, une double projection nous fait revenir à la série de départ. Une simple projection nous donne la série opposée. C'est-à-dire, si je pars de L, j'obtiens D, et vice-versa. Mais quand je fais une double projection du D, je retourne au D. Du L, je retourne au L. Mais faites attention, lorsque vous faites une double projection, il faut utiliser des miroirs différents. Vous ne pouvez pas utiliser le même miroir deux fois. D'accord? Passons maintenant aux propriétés physiques des os. On va voir les propriétés physiques et puis on verra les propriétés chimiques. Et c'est là où on va expliquer le phénomène de mutarotation. Alors, première propriété qu'on va voir, c'est la solubilité. Les os sont formés par quoi? Ils sont formés par différents hydroxyles, des OH. Des OH là leur permettent d'avoir une grande solubilité dans l'eau. Cependant, ils sont insolubles dans les solvants non polaires, qui est logique. Et en solution, ils sont doués d'activité optique. C'est-à-dire, c'est le fait de faire dévier le plan de la lumière polarisée grâce au carbone asymétrique. Passons au deuxième point, la température. Alors, lorsqu'on fait chauffer le glucose, au début, il se dissout normalement, le plus normal du monde. Après un certain temps, ce glucose-là change de couleur et donne du brun. C'est ce qu'on appelle la caramélisation. Donc, la température joue un rôle important sur les os. Elle peut les dissoudre. Le chauffage peut dissoudre l'os. Et une fois qu'on a dépassé la température de fusion, ce sucre-là devient donc brun. Et on obtient du caramel. C'est la caramélisation. Le caramel est utilisé dans la pâtisserie, l'alimentation, mais attention, au-delà de la caramélisation, si on continue à chauffer notre glucose, on va le faire brûler.
C'est normal, parce qu'il y a des carbones, donc c'est la carbonisation. Propriété physique, pouvoir rotatoire. Je sais que vous l'avez déjà fait. Le pouvoir rotatoire, c'est quoi? C'est la capacité ou l'aptitude d'une molécule à faire dévier le plan de la lumière polarisée d'un angle alpha vers la droite ou vers la gauche. Là, regardez le schéma. J'explique l'expérimentation. Vous avez une lampe qui va diffuser le faisceau lumineux. Ce faisceau lumineux va donc traverser des prismes et là j'ai mon échantillon, mon tube contenant la solution étudiée, par exemple solution de glucose. Lorsque je lance mon faisceau lumineux et que mon faisceau lumineux traverse cette solution-là, le plan de la lumière polarisée. Regardez, elle est là debout. Regardez-le après passage au niveau de la solution. Cet angle-là a été dévié d'un certain angle alpha. Et là l'analyseur, c'est lui qui va me donner la valeur de déviation. Juste une remarque. Si la molécule ne possède pas de carbone asymétrique, elle ne fera jamais dévier le plan de la lumière polarisée. D'ailleurs, c'est le cas de la dihydroxyacétone. Elle ne possède pas de carbone asymétrique. Par conséquent, elle ne pourra jamais faire dévier le plan de la lumière polarisée. On définit ce qu'on appelle un pouvoir rotatoire spécifique, à ne pas confondre avec cet angle de déviation observé. Ça, c'est l'angle observé que nous observons, que nous obtenons par expérimentation avec laquelle on va calculer le pouvoir rotatoire spécifique. Le pouvoir rotatoire spécifique, c'est quoi? Il dépend de quoi? Il dépend de l'angle observé, de la concentration de la solution et de la longueur du tube dans laquelle se trouve ma solution et qui a été traversée par le faisceau lumineux. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire spécifique, à ne pas confondre avec l'angle de déviation observé. L'angle de déviation est donné par l'expérimentation. Par contre, le pouvoir rotatoire spécifique est obtenu par le calcul. Ce calcul prend en considération l'angle de déviation, la concentration de ma solution utilisée et la longueur du tube traversé par le faisceau lumineux. Donc, le pouvoir rotatoire spécifique est exprimé par la loi de Biot. Voici le pouvoir rotatoire spécifique donné par cette relation où alpha représente l'angle de déviation de la lumière polarisée en degrés. C, c'est la concentration de la solution en grammes par millilitre. Elle peut être aussi exprimée en grammes par 100 ml. Donc faites attention. Maintenant, si ma solution dévie le plan de la lumière polarisée vers la droite, elle est dite dextrogir. On lui affecte le signe plus. Si elle dévie le plan de la lumière polarisée vers la gauche, elle est dite lévogir. On lui attribue le signe moins. Pourquoi on leur attribue les signes plus et moins? Tout simplement pour qu'il n'y ait plus confusion avec la série L et D. Un mélange équimoléculaire de ces deux formes-là, c'est-à-dire si j'ai un mélange de ces deux substances, donc je vais avoir un mélange racimique qui sera inactif sur la lumière polarisée. Ce mélange-là, il va annuler l'effet de déviation de la lumière polarisée, parce que l'un va être dévié à droite, l'autre à gauche. Donc l'effet va s'annuler. Ainsi, faites attention. Et j'ai noté ça en bleu. Le pouvoir rotatoire n'est pas fonction de série LOD. Faites attention. La série LOD est définie par la position du OH de l'avant-dernier carbone. Par contre, le pouvoir rotatoire dépend de la déviation. Dépend de comment la molécule va dévier le plan de la lumière polarisée. Est-ce qu'elle va le dévier vers la gauche, vers la droite? C'est deux choses totalement différentes. Le pouvoir rotatoire est obtenu par expérimentation et calcul. Par contre, l'appartenance à la série LOD, c'est juste de voir, c'est le visuel, je regarde la position de mon OH. Alors, le phénomène de mutarotation, c'est quoi? Donc, le pouvoir rotatoire, c'est bon, on l'a vu maintenant, c'est quoi? C'était question du pouvoir rotatoire. Suivez, je travaille sur la courbe. Je prends de l'alpha-D-glucopyranose que je mets en solution. Écoutez-moi bien. Je prends l'alpha-D-glucopyranose que je mets en solution. Donc cette alpha-D-glucopyranose, il va se dissoudre dans l'eau. Et ensuite, je vais calculer son pouvoir rotatoire spécifique. Au départ, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une valeur de 112 degrés. Attention, dans d'autres bouquins, vous trouvez 113. Donc comme c'est des expérimentations, les valeurs peuvent changer. Ne dites pas que c'est une différence. C'est juste des valeurs expérimentales qui peuvent changer. Alors, je mets du alpha-D-glucopyranose en solution. Je mesure son pouvoir rotatoire spécifique. Je le trouve égal à 112. Je laisse ma solution reposer un moment. Je reviens. Je remesure son pouvoir rotatoire spécifique. Je trouve que sa valeur a baissé de 112. Elle est passée à 100 par exemple. Je laisse ma solution. Je reviens et je remesure. Je trouve aussi que ma valeur a diminué. Elle est passée à 80 par exemple. Je laisse et je remesure. À chaque fois que je mesure la valeur, elle diminue jusqu'à ce qu'elle atteigne le 52. Une fois qu'elle atteint le 52, je remesure, c'est fini. La valeur
ne va plus changer et restera constante à 52. Je fais la même expérimentation, mais cette fois-ci avec le bêta-D-glucopyranose. Je mesure son pouvoir rotatoire, je le trouve égal à 19. Je laisse un moment, je reviens, je remesure, la valeur augmente de 19 à 30. Elle augmente 40, 50. Une fois qu'elle atteint la valeur 52, c'est fini. Elle ne changera plus. Alors, quelle est la conclusion à tirer ici? Que je parte de l'alpha-D-glucopyranose ou du bêta-D-glucopyranose. Au début, le pouvoir rotatoire n'est pas fixe. Il sera fixe après un certain temps. Quelle conclusion je vais tirer de ma courbe? La conclusion est que le pouvoir rotatoire est stable après un certain temps. Le pouvoir rotatoire des os au départ, elle n'est pas stable. Attention, cette caractéristique concerne uniquement les os à 5 carbones et plus. C3 et C4 n'ont pas le phénomène de mutarotation parce qu'ils ne sont pas sous forme cyclique. Alors, il est dû à quoi ce phénomène de mutarotation? Nous, on a tendance à croire que quand on met du alpha-D-glucopyranose, pour nous, dans la solution, il y a du alpha-D-glucopyranose. Si je mets du bêta-D-glucopyranose, il y a dans la solution du bêta-D-glucopyranose. On a tendance à croire ça. Or, ce n'est pas le cas. Parce que si vous mettez du alpha-D-glucopyranose ou encore du bêta-D-glucopyranose, qu'est-ce qui va se passer dans la solution? Tout simplement, le alpha-D-glucopyranose ou le bêta-D-glucopyranose, le cycle va s'ouvrir. Alors le cycle, il s'ouvre et se referme. Le cycle en s'ouvrant et se refermant, il va me donner l'alpha et le bêta-D-glucopyranose et une toute petite trace, toute petite quantité de forme linéaire. Donc en réalité, si je mets l'alpha-D-glucopyranose ou si je mets du bêta-D-glucopyranose dans la solution, je vais avoir trois types de populations. Je vais avoir de l'alpha-D-glucopyranose, je vais avoir du bêta-D-glucopyranose et je vais avoir une toute petite quantité de forme linéaire. Voilà ce que nous obtenons. Et c'est pour ça qu'au départ, quand je mets mon alpha-D-glucopyranose, j'obtiens un pouvoir rotatoire de 112. Le 112 correspond au pouvoir rotatoire du alpha-D-glucopyranose. C'est vrai. Ici, le pouvoir rotatoire est en train de diminuer. C'est parce que dans la solution, j'en ai plus de alpha-D-glucopyranose seulement. Mais j'ai du alpha-D-glucopyranose, du bêta-D-glucopyranose et de la forme linéaire. Une fois que toutes ces trois populations sont dans la solution, le pouvoir rotatoire va se stabiliser à la valeur de 52. La même chose si je pars du bêta-D-glucopyranose. Donc, en conclusion, l'équilibre se forme entre la forme linéaire et la forme cyclique. À la fin de la réaction, c'est-à-dire 52, on obtient un tiers de forme alpha, deux tiers de forme bêta et une trace de forme linéaire. Pourquoi j'ai plus de bêta par rapport à alpha? Parce que l'anomère bêta est beaucoup plus stable par rapport à l'anomère alpha. C'est ce qu'on appelle le phénomène de mutarotation, qui est caractéristique des os à 5 carbones et plus. Donc le phénomène de mutarotation, c'est quoi? Le pouvoir rotatoire des os n'est pas stable, n'est pas fixe au départ. Il se stabilise. Il se fixe après un certain temps. C'est-à-dire, lorsqu'on atteint l'équilibre, cet équilibre, il correspond à quoi? L'équilibre correspond à l'obtention de la forme alpha et bêta avec une trace linéaire. Maintenant, je vous pose une question très importante. Il est dû à quoi ce phénomène de mutarotation? Quelle est la caractéristique structurelle qui me donne ce phénomène de mutarotation? Tout simplement, nous, on a tendance à croire que le pont oxydique, une fois fermé, c'est une liaison rigide qui ne s'ouvre pas. Au contraire, ce pont oxydique-là, c'est une liaison faible. Elle peut se rompre, se couper, et donc me donner les différentes populations de forme alpha, bêta et la forme linéaire.